Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. Hightech 221, la seule émission qui vous donne toutes les nouveautés tech dans le monde, en Afrique et bien sûr au Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir que Dakar actuellement regorge d'événements technologiques. Eh bien oui, après la Côte d'Ivoire, Dakar est en train de devenir la nouvelle capitale du digital. Vitch est une entreprise qui est dans la production de chaussures de ville, d'accessoires, de vêtements, de casquettes, de polos, etc. Au début, on avait juste des pages, c'est-à-dire on avait des pages sur Facebook et sur Instagram. Et c'était des moyens pour nous de vendre nos produits dans le pays et hors du pays aussi. Et ça nous permettait aussi de réduire les coûts de production parce que aujourd'hui, si pour une boutique, il faut un loyer, il faut un personnel, il faut plein de choses en fait qui vont avec. Donc avec les pages et les sites, ça ne nous prend pas beaucoup d'argent et ça nous permet de faire un chiffre d'affaires qui est vraiment consistant. Donc c'est suivant cette logique qu'on a mis en place notre site internet qui permet à notre clientèle de commander en ligne, peu importe là où ils sont, et de payer aussi en ligne. Ils peuvent même s'abonner sur le site pour être au courant de toutes les nouveautés qu'on propose ou qu'on va poster. Pour accéder à la plateforme, c'est simple. Il vous faut juste un ordinateur ou un téléphone et beaucoup d'internet, ou un peu d'internet on va dire. Donc il faut juste taper www.vitch221.com pour accéder à la plateforme. Et après, il y a une large gamme de produits qu'on propose. Donc le client est vraiment fourni. Il a le choix entre des sandales, des souliers, des chaussures de ville, etc. Et il a aussi le choix de payer en ligne directement et se faire livrer jusqu'à chez lui, sans pour autant qu'il bouge en fait. En plus, ces produits sont des produits faits au Sénégal par des Sénégalais. Donc la production elle est 100% locale. On va dire déjà en termes de présentation, on a voulu vraiment, c'est-à-dire respecter nos chartes graphiques, etc. Donc je pense que ça c'est la première différence. Donc en termes d'harmonie, en termes de présentation, il y a vraiment une différence par rapport aux autres sites qui sont sur la place. L'arène nationale a perdu beaucoup de sponsors et ça nous le savons. Alors pour pallier à cela, il y a eu une alternative qui a vu le jour grâce à Luc Nicolaï. Nous voulons parler du pay-per-view, payer pour voir. Ça nous l'avons vécu en direct lors du combat Modulo Balla Gaye. Qu'est-ce que le pay-per-view? Nous allons le découvrir avec M. Faye qui est l'un de nos intervenants. Le pay-per-view ou payer pour voir, nouvelle trouvaille des promoteurs de la lutte avec frappe, donne lieu à une inflation des cachets. Contrairement aux prévisions des observateurs de la lutte avec frappe qui prédisaient dans un passé récent le dégonflement de la bulle financière avec le retrait de certains sponsors. Que pensez-vous du système pay-per-view? C'est un nouveau concept qui est arrivé dans la lutte pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les promoteurs disent que c'est par ce biais qu'ils peuvent autofinancer leur combat qu'ils mettent en place. Le pay-per-view est un système qui consiste à prendre à la carte un programme de télé ou bien un événement télévisé. Ça peut être un événement culturel ou sportif. Et vu que tous les lutteurs disent maintenant qu'ils sont devenus des professionnels, on est obligé de migrer vers ces types de possibilités de transmission. Nous partageons tous une même passion qui est la lutte sénégalaise. C'est à ce moment-là où on a pensé au pay-per-view. Le pay-per-view, c'est paiement à la séance. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment d'organiser des combats de lutte et puis que tous les amateurs qui n'étaient pas en mesure d'aller au stade puissent contribuer financièrement. Donc nous avons vraiment besoin de cet outil-là qui est à la limite un offre de soulagement pour tous les promoteurs et ça va leur permettre plus ou moins de rentabiliser leur investissement. Et vu qu'aujourd'hui tout le monde est tactile, les gens ont besoin de contenu et ces contenus-là peuvent passer que par ce genre de choses-là, le pay-per-view. Donc on y est allé une première fois avec le promoteur Luc Nicolaï
Et ça a été une première expérience, une nouveauté au Sénégal et on peut dire même une nouveauté en Afrique de l'Ouest. Certains même disent qu'il n'y a jamais eu de pay-per-view en Afrique. A-t-il un avantage satisfaisant? Bien sûr, c'est un avantage à tous les niveaux. Je pense que tout début est difficile. Moi, je vous donne du contenu, mais ce contenu, pour l'avoir, vous me payez. C'est un avantage parce qu'aujourd'hui, ça me permet de rester chez moi, de ne pas avoir à aller au stade. Mais bon, c'est bien. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de sponsors déjà. Pourquoi? Parce que les lutteurs ont des cachets de 100 millions ou plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de payer à un lutteur 100 millions sans sponsor? C'est impossible. C'est important, mais il faut le comprendre. Le comprendre, c'est avoir les supports. Les supports, c'est avoir une bonne compatibilité au niveau Internet et des smartphones. Et après, pouvoir utiliser. Si il n'y a pas quand même d'autres revenus. Et ces revenus-là, c'est qu'il faut dire que les deux événements en pay-per-view, on a réussi à remplir le stade Léopold Sédar Senghor, alors que la lutte ne pouvait même plus remplir le stade Demba Diop qui était de 15 000 places. Le pay-per-view faut être un excellent outil qui va nous permettre de rentabiliser nos investissements dans ce domaine-là. Il faut une pédagogie, faire comprendre à l'amateur et à la personne, à l'utilisateur, comment on fait. Et c'est ça qui a été le point, je cite même les désavantages, ça a été le point clé sur lequel on n'a pas beaucoup communiqué. Donc on peut dire que déjà, lorsque le combat n'est pas en direct gratuitement, les gens vont au stade. Lorsque les gens vont au stade, ça veut dire que la billetterie paye déjà le lutteur. Le paiement à la séance ou la télévision à la carte pay-per-view définit une catégorie de canaux de télévision à péage dans lesquels des films, retransmissions sportives ou émissions sont multidiffusés et accessibles à l'unité ou plus exactement à la séance. Est-il bénéfique pour les téléspectateurs? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un point qu'on doit aussi préciser. La stabilité du réseau n'est pas de la responsabilité du promoteur. Je pense que c'est un autre domaine. Donc, la solution, c'est de diversifier l'offre. C'est bénéfique pour la lutte parce que la personne qui ne veut pas avoir à aller sur Internet, regarder tout ça est obligée maintenant de sortir du dimanche pour aller à la lutte. C'est un bon point. Moi, en tant qu'amateur de lutte, je préfère quand même regarder un combat en pay-per-view ou bien même de le regarder en différé que de ne pas avoir de combat. Je vous ai dit tout à l'heure que le plus grand combat qu'on a eu lors de la saison 2015-2016, c'était le combat Boy Niang de Guigui. Pensez-vous que le pay-per-view peut contribuer à l'avancement du secteur sportif sénégalais? Bien sûr, parce que vraiment c'est un système qui a fait ses preuves partout dans le monde. Moi, je pense que le pay-per-view peut contribuer au développement du sport. Parce que comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, il y en a plein pour ne pas être confronté. Vous savez, si vous regardez, je pense qu'il doit y avoir 6 millions d'abonnés téléphoniques dans ces eaux-là. Pas seulement à l'avancement du secteur sportif, mais à l'avancement du milieu de l'événementiel au Sénégal. C'est-à-dire tout ce qui est événementiel dans le monde entier, c'est un pay-per-view. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder un grand concert de Beyoncé ou bien un grand concert sans payer. Tu ne peux pas regarder un match de Messi sans payer. Je pense que si avec cette innovation majeure, je félicite au passage Ibrahima Buzz qui a initié ce système-là au Sénégal et je lui souhaite plein succès pour ça. Mais je sais que ça peut être vraiment bénéfique pour le milieu du sport et particulièrement pour la lutte. Et on ne peut pas aller dire qu'on est des professionnels et que tout soit gratuit. C'est pas possible. Les lutteurs, plutôt les têtes d'affiche, sont les principaux bénéficiaires de ce système qui a fait ses preuves dans la boxe et autres sports de combat comme le kickboxing. Cela donne une nouvelle attractivité à la lutte avec frappe qui pourrait voir le nombre de ses licenciés accroître. Une indication déjà perceptible à travers l'affluence enregistrée lors de l'affiche du 13 janvier dernier. Vous êtes une femme entrepreneur, vous utilisez le numérique, le digital dans vos activités au quotidien. Le Linguère Digital Challenge, le prix de l'entrepreneuriat numérique féminin de Sonatel, est fait pour vous. Vous avez jusqu'au 15 février pour nous envoyer votre dossier. Tentez de gagner un des 3 prix de l'édition 2019 d'un montant de 10 millions, 5 millions
4 millions. Que ce soit un site web, une page Facebook, un compte Instagram, le digital fait partie de votre activité. Envoyez-nous très vite votre dossier au www.sonatel.com/LDC et tentez d'être une des 3 Lingers de l'édition 2019. À vos dossiers, mesdames. Vous allez certainement dire qu'à Hightech, nous allons tout le temps inventer des mots. Eh bien, rassurez-vous, nous n'inventons jamais de mots. La preuve, aujourd'hui, je vous amène un nouveau mot qui est en tout cas avalisé, le Legal Tech. Qu'est-ce que le Legal Tech? On dit que ce sont les techniques de la technologie du digital associées au juridique. Et pour en parler avec nous, M. Jean-Louis Correa, qui est le directeur juridique de l'UPS. Professeur Jean-Louis Correa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle juridique de l'UVS. Aujourd'hui, l'UVS vient de lancer une formation, une licence en Legal Tech. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, à quoi ça sert? C'est quoi la Legal Tech? La Legal Tech est un mariage. Un mariage entre le droit et l'informatique. C'est comment unir le droit et l'informatique pour justement arriver à proposer des solutions juridiques informatisées, digitales, à des professionnels du droit. Il ne s'agit donc pas seulement de former des juristes qui ont pour vocation de connaître ou de comprendre la législation en matière de TIC, mais il s'agit avec la Legal Tech de former des juristes qui ont une compétence en droit, comme en aurait tout étudiant de droit d'une faculté de droit normale, mais également un juriste qui a des compétences en informatique qui lui permettraient, comme un informaticien, d'avoir les outils nécessaires pour procéder à de la codification et en utilisant les algorithmes pour procéder à des communications. L'objectif de la Legal Tech, c'est de pouvoir aider les professionnels du monde du droit, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les entreprises, mais également les administrations publiques, de les aider à pouvoir gagner en temps, parce qu'avec les processus de digitalisation, il y a beaucoup de choses qui se faisaient, qui se font en moins de temps, mais qui dit gain de temps, dit également gain en opportunité, gain en argent. Alors la Legal Tech, c'était un concept qui vient des États-Unis. On entend aux États-Unis, c'est là-bas que tout commence. Est-ce une première au Sénégal ou il y a d'autres structures qui ont déjà commencé à apprendre la Legal Tech est une première au Sénégal. C'est pour la première fois qu'une université sénégalaise, qu'une institution d'enseignement supérieur tout court, crée une formation, une licence en Legal Tech, c'est-à-dire nos étudiants qui sont orientés depuis cette année dans la filière Legal Tech vont pouvoir, à partir de cette année, sur 6 semestres, c'est-à-dire 3 ans, étudier toutes ces matières, tout un parcours qui va les mener au bout des 3 ans d'études vers cette double compétence en droit et en informatique. Et je pourrais même ajouter, pour dire que c'est la toute première fois qu'en Afrique noire francophone, qu'il y a une formation qui porte exclusivement sur la Legal Tech. Cela montre que le Sénégal, à travers l'UVS, se positionne aussi comme étant un pays qui est dans cette recherche de l'innovation et dans cette recherche de mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication. Alors aujourd'hui, on parle de nouveaux métiers des juristes, on parle de community management, on parle de développement d'applications. 3 ans après d'études pour cette licence-là, qu'est-ce que la Legal Tech va offrir à ses étudiants? Est-ce que le marché est ouvert pour ces futurs juristes augmentés? Le marché est ouvert. Il y a d'abord un marché du droit lié à l'informatique qui est le marché de l'encadrement de l'activité informatique. Mais à côté de cela, il y a le marché des solutions proposées aux professionnels du droit. Et je pense que c'est un marché qui est là, qui est en latence, qu'il ne suffit que de réveiller et de susciter. Il y a certains besoins qui sont exprimés par les notaires. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Justice, a ce projet de digitalisation des procédures judiciaires. Je pense que les profils que nous formons à l'UVS, qui seront autant juristes qu'informaticiens, pourront être destinés
ne serait-ce qu'à l'administration du Sénégal, mais également ce sont des gens qui, durant leur processus de formation, auront eu toutes les compétences pour créer leur propre entreprise. Exact. Et ce que nous recherchons également, c'est des juristes qui, à la fin de leur formation, pourront eux-mêmes s'auto-employer en étant des entrepreneurs et créer des applications et les mettre au service des entreprises. Alors, la Legal Tech, pour moi, ça vient en heure avec l'intelligence artificielle, où on parle de la menace de l'emploi, où la machine va remplacer en quelque sorte l'homme. Côté Legal Tech, est-ce que ça ne sera pas le cas aussi si l'on sait qu'au Sénégal, l'administration est en évolution pour la digitalisation, des notaires qui ne sont pas assez outillés en matière de technologie? Est-ce qu'il n'y aura pas ce boom-là entre deux filières? Nous vivons actuellement une véritable révolution, une révolution numérique. Nous vivons une nouvelle renaissance. Et cette nouvelle renaissance va impliquer un changement dans notre rapport aux autres, un changement dans notre rapport au travail. Et dans notre changement au rapport du travail, il y a beaucoup d'emplois qui existent maintenant qui n'existeront plus dans 10 ans. Les emplois de 10 ans, nous ne les connaissons pas au moment où nous parlons. À partir de là, il faut être dans la veille et il faut être dans l'innovation constante. Et cette formation-là qui vise justement la Legal Tech est une formation qui se propose d'anticiper sur les métiers et les savoirs de demain. Et c'est pourquoi nous n'avons aucun doute, après avoir étudié le secteur, nous n'avons aucun doute pour dire que le juriste légalticien est un juriste qui est un juriste de son heure, parce que justement le marché et l'innovation et la révolution numérique que nous vivons actuellement imposent de former un juriste qui soit flexible, qui soit adapté à son temps. Alors, vous pensez à combien de juristes qui seront formés? Vous visez quel nombre? Avec le modèle de formation, qui est un modèle très pratique, nous avons un nombre de 50 juristes que nous prenons par promotion. Cette année où nous lançons avec cette année universitaire, nous lançons la Legal Tech, nous avons 40 étudiants que nous avons répartis dans nos différents espaces numériques ouverts. Et cela nous permet de leur donner une formation de qualité, puisque en dehors des cours de droit, ils ont beaucoup de cours pratiques d'informatique qu'ils doivent prendre. D'accord, M. Correa. Je rappelle que votre nom est Jean-Louis Correa. Vous êtes le directeur du pôle juridique de l'UVS. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Comment sortir ces éléments d'un lecteur disque dur externe? Vous me direz, c'est chose fastoche, mais comme dirait Amar, il y a toujours quelque chose que quelqu'un ne sait pas faire. Merci Mary. Pour le tips de ce numéro, nous allons parler de comment récupérer les données d'un disque dur externe. Le dysfonctionnement d'un disque dur externe a beaucoup de conséquences fâcheuses, dont l'éventuelle perte de données qui ont été stockées dessus. Selon la panne qui affecte le disque dur, il peut s'avérer difficile ou même impossible de récupérer les fichiers qui s'y trouvent. Quelques solutions existent néanmoins pour les pannes les plus bénignes. Plusieurs logiciels de récupération de données existent sur le marché, dont certains sont gratuits. Parmi ces logiciels gratuits, nous pouvons citer Rundy Underlater, qui s'utilise assez facilement. Plutôt perfectionné, il prend en charge la récupération des fichiers comme les photos, les vidéos, les documents Word, ainsi que les programmes installés sur le disque dur défaillant. Il fonctionne en outre aussi bien que sur Windows que sur Mac. Après avoir téléchargé le logiciel, le processus de récupération des données se déroule en quelques étapes. Installez Rundy Underlater sur le disque de votre ordinateur. Veuillez bien noter, ne l'installez surtout pas sur le disque dur externe dont vous souhaitez récupérer les données. Mettez le logiciel en route et sélectionnez-le en mode de récupération de votre choix. Sélectionnez le disque dur externe sur lequel vous voulez récupérer les données. Vous pouvez par ailleurs personnaliser la recherche du scan en sélectionnant le type de fichier que vous souhaitez récupérer. Une fois les fichiers identifiés, il ne vous reste plus qu'à les prévisualiser, puis à les sélectionner pour valider la restauration des données. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement. La dernière trouvaille de Olympus, c'est un appareil photo sportif et imaginez-vous bien qu'ils font 60 images à la seconde. Époustouflant. Orienté pour la photographie sportive, Olympus a dévoilé l'OM-DE-M1X,
Le EM1X est pensé pour la vitesse avec un double processeur Tropic V3, un autofocus hybride de 121 points avec un système de deep learning intitulé Intelligent Subject Detection, une prise de vue continue à 60 images par seconde, le tout dans un appareil résistant étanche avec une stabilisation d'image intégrée. L'hybride est aussi doté d'un grip de batterie intégré. Son châssis, fait d'un alliage de magnésium, est conçu de manière à satisfaire à la norme IPX1 et son filtre Supersonic Wave retire 10% plus de poussière du capteur que sur les appareils précédents de la marque, selon Olympus. Un système de refroidissement permet de garder le capteur à une température optimale lors de sessions continues ou de capture vidéo. Après le drone volant, Uber nous présente son VTC aérien, c'est-à-dire un taxi aérien électrique. La firme californienne de transport VTC Uber a présenté un prototype futuriste au dernier CES de Las Vegas, un taxi aérien électrique à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère. Baptisé Nexus Bell, l'appareil sera capable de décoller et d'atterrir à la verticale, pourra voler à une vitesse entre 240 et 320 km/h à une hauteur comprise entre 300 et 600 mètres d'altitude pour une autonomie d'environ 86 km. Le cockpit pourra accueillir jusqu'à 5 passagers pour un poids total maximum de 272 kg. Le Nexus Bell est le résultat de nombreux partenariats. Le taxi aérien est construit par le fabricant aérospatial Bell Helicopter en charge de la conception, le développement et la production des systèmes de décollage et d'atterrissage. D'autres industriels tels que Safran et Thales se sont ralliés au projet, alors qu'Uber s'est aussi rapproché de la NASA et de l'armée américaine pour achever comme il se doit son projet surnommé Uber Elevate. Hightech 221, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la présentation ainsi que ce lieu, Gusco Italia. C'est nouveau et c'est très fun. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, messieurs, dames,